Bonjour à toi, puis bienvenue à cette capsule vidéo où je vais te parler des différentes relations toxiques à travers un outil que j'adore, que tu as peut-être déjà entendu parler, qui est le triangle de Karpman. Dans différentes études de développement, de bouquins autour du développement personnel, relationnel et même les gens d'accompagnement parfois en psychologie pourraient avoir utilisé ce type d'approche-là pour pouvoir approfondir la relation humaine et mieux comprendre dans quoi on a tendance à se prendre les pieds quand on a des sortes de schémas ou de patterns relationnels qui se répètent dans notre vie. Alors, aujourd'hui, si tu es là et t'écoutes cette vidéo, c'est assurément parce que tu as un intérêt ou tu as observé qu'à un moment donné dans ta vie, possiblement que tu as eu divers conflits au niveau relationnel, que ce soit en couple, au niveau familial, professionnel, en amitié, et même à travers peut-être ta relation avec ta propre famille, on va dire parents, frères, sœurs, mères, donc à même ton clan. Donc, c'est très intéressant de comprendre ces différentes notions-là et même si c'est un élément que je connaissais depuis un bout, je dirais que récemment, je me suis replongée dedans en observant, surtout au cours de la dernière année, dans quel genre de relation j'étais au niveau familial avec mon propre clan à moi, c'est-à-dire ma famille, mon ex-conjoint et mes 2 enfants. Et j'ai observé qu'on avait franchement tendance à se retrouver pris dans ce triangle-là. Et si je suis ici, c'est d'ailleurs parce que j'ai observé au cours des derniers jours, dernières semaines, que ces comportements-là étaient également reflétés auprès de mes enfants lorsqu'ils me parlaient de leur relation avec les amis à l'école. Donc, je l'ai fait ce processus d'explication aux enfants au cours de la semaine dernière et je me suis dit, si eux, à travers leur âge, sont en mesure de comprendre ces notions-là, bien évidemment que tout adulte est en mesure de comprendre ce contexte-là, le principe, et pouvoir aller s'observer dans son quotidien, dans sa relation, et faire une grande différence au niveau des interactions humaines, même si actuellement, on le sait très bien, on n'a pas toutes les interactions qu'on souhaiterait. Donc, le principe du triangle de Karpman, c'est, on s'imagine, hein, un triangle, on sait de quoi ça a l'air, là, ma forme n'est pas très classique ici. Donc, il y a évidemment 3 points. Et c'est de cette façon-là qu'on va l'aborder aujourd'hui. Donc, quand moi je dis être pris dans le triangle, c'est qu'à quelque part, dans les différents pôles, il y a un rôle ou des comportements à laquelle on peut s'attendre. Donc, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est évidemment euh, du premier rôle, somme toute, pour laquelle ce triangle-là peut exister, c'est à travers la victime. Alors, il va avoir la victime, il va avoir le bourreau et il va avoir le sauveur. Donc, moi, quand je vais vous aborder, évidemment, je vais avec toujours des définitions très basiques que je vais aller prendre dans le dictionnaire, mais j'aime bien créer des métaphores autour de ça, rendre ça accessible au niveau du langage à travers des exemples quotidiens pour que vous puissiez vous reconnaître et reconnaître en quoi vous avez tendance à être pris dans ce triangle-là. Et je pourrais vous donner évidemment des pistes pour en sortir, parce que c'est pas tout de s'observer, c'est de voir comment je fais pour sortir de ça. Donc, la fameuse victime. Quelle est la victime? Hein? Souvent, quand on entend ça, c'est très péjoratif. Et à travers les titres, vous allez voir, c'est le bourreau, c'est dur, la victime, on n'aime pas ça. Puis en même temps, bah, le sauveur, des fois, il peut porter le beau rôle, mais c'est pas nécessairement lui qui a le meilleur rôle non plus. Donc, la victime va être la personne qui va avoir tendance à subir, que ce soit quelque chose, un préjudice, que ce soit un accident, que ce soit parce qu'elle s'offre en sacrifice. Ça pourrait être une autre façon de voir la victime. De façon beaucoup plus large dans le paradigme que nous sommes actuellement, il y a beaucoup de comportements de victimisation qu'on va avoir tendance à jouer. Donc, je vous fais des petits exemples très brefs, mais qui, à un moment donné, n'a pas été victime d'une injustice de parce que l'employeur aurait promis quelque chose et que finalement, lui s'est senti bafoué parce qu'il n'y aura pas eu l'équité en ça. Donc ça pourrait être, à travers le sentiment d'injustice, l'impression que je suis une victime. Et vous allez voir, je reprends souvent les blessures d'âme et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, ça pourrait être, par exemple, la victime de celui pour qui on a l'impression qu'on est toujours en train de rabaisser, de dévaloriser. Donc, cette personne-là pourrait se conformer, se confondre et vouloir préserver, en fait, ce rôle de victime-là, de façon inconsciente, parce que ces rôles-là dont je vous parle, d'emblée, on ne met pas le sac, on ne fait pas yeah, je vais jouer ce rôle-là présentement, je vais représenter le bourreau, je vais représenter la victime ou le sauveur. Souvent, à l'intérieur de nous, on a différents mécanismes inconscientes, blessures, qui, au fil du temps, se sont accumulées et fait que ça l'impacte et ça influence nos comportements envers l'autre, évidemment envers soi aussi.
Donc, la victime, c'est un peu celui ou celle qui a ce fameux sentiment d'être le mouton noir, le bouc émissaire, celui qui se sent différent, qui ne se sent pas compris, qui se sent jugé. Donc, souvent, quand on se positionne dans ce rôle-là, c'est comme si la terre entière pourrait être contre nous. Donc, tout ce qu'on fait qui n'est pas dans un retour positif des choses, on peut avoir l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, qu'on vit, c'est ça, de l'injustice, de la malchance, ou qu'on a l'impression que tout le monde est contre soi. Donc, ou bien on est à la recherche d'un responsable et on accuse à tort d'autres. Et vous allez comprendre ce que ça enclenche, ce processus-là. Donc, pour qu'il y ait triangle, ça prend une victime à la base. Quand il y a victime, et là, c'est ce qu'on se rend compte, c'est que pour qu'il y ait une victime qui soit viable, c'est qu'il y a quelque part potentiellement un bourreau. Donc, le bourreau est beaucoup celui qui, dans son rôle, va être la personnification archétypale peut-être du voyou, du méchant, celui qui n'est pas gentil, qui va avoir tendance à insulter, blesser, intimider, critiquer, juger. Donc, quand on se trouve dans cette posture-là, où inconsciemment on prend le rôle du bourreau, c'est que là, il va avoir comme un revers. Donc, évidemment, pour pouvoir être en mesure d'être bourreau, c'est que ça prend une victime quelque part. Donc, évidemment, pour pouvoir taper sur la tête de quelqu'un, il faut ne serait-ce qu'il y ait ce quelqu'un-là. Et vous allez voir que dans ce triangle-là, je vous en parle dans le relationnel, mais c'est intéressant d'observer que par rapport à soi-même, on peut se jouer ce rôle-là, ces différents rôles-là envers soi-même, dans les différents processus d'auto-sabotage, comme j'aime le dire. Donc, le bourreau, c'est celui-ci. On les voit, les intimidateurs, les méchants, les brefs. Je pense que vous avez déjà une image qui est assez forte. Pas besoin de vous dire que ce serait un criminel ou un meurtrier ou un dur à cuire dans la définition propre du dictionnaire. Donc, on va y aller un peu plus soft. Donc, c'est vraiment celui qui a le rôle un peu plus de l'intimidateur. Maintenant, si on parle du sauveur, sauveur, ça va être celui, par exemple, qui va être empathique, celui qui va être le défenseur de la victime. Celui qui, s'il n'y a pas de victime et qu'il n'y a pas de bourreau, ben quelque part, s'il n'y a personne à sauver, il n'y aura pas de sauveur qui va se présenter. Donc, c'est beaucoup le sauveur, celui qui va être le protecteur, le défenseur. C'est celui aussi qui va prendre action pour aller résoudre un conflit ou solutionner une problématique. Donc, aux yeux des autres, c'est souvent lui qui est perçu comme celui qui va régler une situation potentielle. Donc, ce qu'il faut comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à travers ces différents rôles-là dont j'ai mentionné dans le triangle, à un moment donné, quand il y en a un qui joue un rôle, il peut y avoir d'autres personnalités, personnifications, qui vont venir comme représentants jouer les autres rôles. Maintenant, comment ça se définit, ça? Je vous donne un exemple très concret de mon quotidien, en toute humilité ici, parce que je ne suis pas une sainte. Je l'ai vécu quotidiennement et ça m'arrive encore souvent de voir ça au niveau de l'aspect familial. Donc, ça se résume de cette façon-ci, c'est-à-dire que ça va arriver qu'occasionnellement, évidemment, chacun des membres de la famille va jouer plusieurs rôles. Donc, par exemple, pour une raison X, mon fils pourrait être turbulent, va avoir des tendances peut-être à être un peu plus agressif ou brasser un peu sa sœur. Et là, elle va se positionner dans le rôle de victime, va des fois avoir tendance à caricaturer, hein, puis peut-être se rouler un peu plus à terre qu'il en faut, peut-être pleurer un peu plus fort, crier plus fort pour attirer fortement l'attention, hein, dans le rôle de victime qui demande à l'aide. Et moi, en défenseur, en sauveuse, je vais arriver puis je vais vouloir tout de suite aller en médiation, hein, essayer de sauver ce qui se passe pour prendre défense de la victime qui, dans cette situation-ci, serait ma fille. Et là, vous comprendrez ce qui se passe. Quand je parle de changement de rôle, c'est ça qui arrive. C'est que là, en prenant défense, en voulant protéger ma fille en étant sauveur, c'est qu'automatiquement, si je ne suis pas neutre dans ce que je suis en train de faire comme intervention, je vais prendre position. Alors, si je prends position dans le rôle du sauveur, je ne suis pas plus médiatrice dans le conflit. C'est-à-dire, je suis impliquée dans le triangle. Et à partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est que s'il y a colère, incompréhension, alors là, moi, je vais me transformer en bourreau pour chicaner, hein, celui qui était le précédent bourreau, mon fils, qui là va se mettre à jouer le rôle de la victime, parce que lui va se justifier, il expliquer qu'avant elle a commencé, et ainsi de suite. Et là, ça fait quoi? Ça fait qu'après ça, lui, hein, il se retrouve victime. Et là, après ça, en étant victime, moi étant bourreau, puis là, en voyant que ça tourne mal, là, finalement, ma fille, va prendre le rôle de quoi? La sauveuse de la situation, parce que là, finalement, elle va trouver que je suis trop dure, puis je suis trop exigeante et qu'il y a trop de conséquences par rapport à ce que son frère, qui est maintenant la victime, est en train de vivre. Donc, elle va devenir la sauveuse. Et là, comprenez-vous que dans ce scénario-là, que vous devez vivre, chers parents, chers amis, probablement fréquemment dans des contextes que ce soit professionnels, relationnels ou familiales. Donc, quand ça arrive, comment on fait pour se sortir de là?
Évidemment, si je reste pris là-dedans, dans ce rôle-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que le triangle ne cessera jamais. Donc, ça prend à un moment donné une neutralité, ça prend un joueur qui débarque et ça prend la conscience pour pouvoir amener à ce qui est en train de s'exécuter, n'escalade pas. Parce que sinon, je dis que c'est un peu comme jouer au hockey, tout le monde va se passer à la puck, puis ça finira pas ce jeu-là. Et longtemps, longtemps, j'ai été là-dedans et je vous le dis, ça m'arrive encore. Maintenant, je le reconnais et je l'ai mis en conscience parce que je l'ai enseigné comme ça aux enfants. Et quand je leur ai parlé de ce qui se passait et que j'ai donné des exemples, rapidement, ils ont tout compris puis ils m'ont tout élucidé le truc. Ils voyaient exactement le genre de schéma dans lequel, excusez-moi pour le son du téléphone, ils voyaient exactement le genre de schéma dans lequel nous étions. Donc, évidemment, c'est à parfaire, c'est mis en conscience, je leur ai expliqué, mais maintenant qu'ils ont ces notions-là, moi, je leur ai donné comme mission cette semaine à l'école, amuse-toi. Amuse-toi à voir comment ça se passe, vu qu'il y a beaucoup de conflits avec les amis. Observe, c'est quoi le déclencheur, qui joue les différents rôles. Puis à partir de là, sois un observateur de ça. Plutôt que de jouer dans ce grand jeu-là, observe, parce que la première étape, hein, comment on se sort du cercle, c'est d'abord de s'observer, de prendre conscience de la dynamique. C'est la première étape. Maintenant, quand on voit que ça se manifeste, deuxième étape, il faut s'arrêter. S'arrêter et aller voir qu'est-ce qui est en réaction, qu'est-ce que je veux choisir d'autre. Est-ce que c'est simplement de prendre un moment d'arrêt, me retirer pour pouvoir aller respirer calmement, plutôt que de continuer d'être pris dans ce cercle-là? Est-ce que c'est simplement de méditer un instant? Est-ce que c'est juste de dire on prend une pause, on revient plus tard? Donc, il faut qu'il y ait un moment d'arrêt. Il faut qu'il y ait comme une rupture du pattern quand ça arrive. Donc, ça en prend un quelque part dans le schéma hein, qui va faire OK, c'est ça qui se passe, moi, je ne joue plus. Et c'est ce qui est arrivé récemment avec mes enfants. J'ai vu très clairement le scénario qui se manifeste souvent. Peut-être que vous aussi, chers parents, ça vous arrive. Souvent, près de l'heure du coucher, quand ils sont fatigués, puis que là, des fois, les conflits s'installent, hein, dans les moments de transition. C'est souvent là que j'ai observé ça. Donc, j'ai vu que ça commençait. Donc, un élément, un qui critique, l'autre qui chiale, l'autre qui crie, maman qui arrive. Là, j'ai fait non, je ne me positionnerai pas en sauveuse, je ne me positionnerai pas en bourreau. Je vais être neutre dans la situation. J'ai dit, vous avez des conflits à régler, vous n'arrivez pas à vous entendre. Et moi, je ne suis pas impliquée dans votre scénario. Trouvez un terrain d'entente. Je leur ai donné responsabilité en leur expliquant qu'en jouant un tour de rôle, la victime puis le bourreau, bien, toutes les deux, ils allaient rester pris là-dedans tout le temps. Puis dans une relation, ce n'est pas nécessairement sain. Donc, évidemment, ça va être à mettre en pratique. Mais déjà, moi, si je me retire de l'équation, ça ne crée pas une alimentation où on peut se repasser la porte, comme je disais tantôt. Donc, on observe, on s'arrête pour choisir autre chose. Et comment on intègre ça en étant dans la neutralité dont je vous ai dit? Donc, ça, c'est l'exemple que j'ai pris. Moi, je me suis retirée. Je suis restée neutre et j'ai choisi de ne pas jouer ce rôle-là, de ne pas retourner dans ce mécanisme-là, que je prends la défense de un, puis après ça, je dispute l'autre. Après ça, l'autre me dispute. Après ça, l'autre prend la défense de l'autre. Puis là, après ça, l'autre pleure, devient la victime de tout ça. Ça n'a pas de fin. Je vous le dis, ça peut devenir épuisant au niveau énergétique d'être pris là-dedans au niveau relationnel. Vous vous observerez, puis vous marquerez autour de vous. Maintenant, l'autre outil que j'aime bien dire, une fois que j'ai observé, je me suis arrêtée et j'ai intégré cette forme de neutralité-là en choisissant autre chose, c'est d'aller faire un détachement des liens toxiques. Donc, il y a toutes sortes d'outils qui existent. Moi, j'aime bien la technique des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Vous pourrez aller voir ça. Donc, pour vibratoirement, énergétiquement, couper les liens. Sinon, j'aime utiliser la technique de couper les liens avec les égrégores en conscience. Donc, quand ça se manifeste, j'ai besoin d'un temps d'arrêt parce que ça me réactive trop, moi, dans mes blessures. Mais là, je vais voir qui est-ce qui s'active et à partir de là, je viens détacher avec les égrégores. Là, je dis simplement que mon intention est de couper les liens avec tous les égrégores énergétiques reliés à telle personne, ici et maintenant. Donc, je le fais comme dans le commandement. Je respire là-dedans. Je laisse détacher l'émotion. Mais pour pousser plus loin, pour se sortir complètement de ce type de schéma-là, c'est d'aller comprendre les mécanismes réactionnels. Alors, je vous pose ici cette réflexion-là. Vous pourrez la faire et même l'écrire en commentaire. En quoi, dans votre relation avec les autres, vous avez tendance à jouer quel rôle? Et qu'est-ce que ça vient chercher, ça? C'est quoi le mécanisme ou la blessure d'âme sous-jacente que vous pouvez peut-être porter en relation avec ça? Si vous voulez approfondir, parce que c'est des tendances, c'est des schémas, c'est des rôles qui ont tendance à revenir. Donc, allez vous observer, vous, dans votre réalité, dans votre propre clan, au niveau de la fratrie, la situation dans laquelle vous étiez. Et là, on peut trouver beaucoup de réponses dans, on va dire, le clan, on va dire le modèle familial qu'on peut avoir reçu. Donc, ça va vous en donner beaucoup d'indicateurs. Donc, je vous invite à aller observer ça. Et de juste peut-être vous dire, bien, vous, c'est quoi votre tendance actuellement? Est-ce que c'est plus d'être dans la posture de victime? Est-ce que c'est plus d'être dans le rôle du sauveur?
supérieur? Est-ce que c'est plus d'être dans celui du bourreau? C'est de voir, peut-être que vous avez une tendance, peut-être que vous arrivez à jouer tous les rôles comme je vous l'ai dit, et par rapport à vous-même, observez-le. Il y a des fois, j'aime bien dire, inconscient comme d'habitude, mais c'est ratoureux ces mécanismes-là. Et moi, dans la victime, je voulais pas me reconnaître là-dedans parce que ça me choquait. Puis finalement, j'ai réalisé qu'il y a plein de moments dans ma vie où pour aller attirer l'attention depuis toute petite, il y a des moments où inconsciemment, j'ai peut-être provoqué des maladies pour pouvoir avoir l'attention d'eux. Et ça, je me suis observée en observant mon fils et j'ai compris que c'était le même mécanisme. Ça me prend un moment à mettre le doigt dessus. Et le moment que je l'ai mis en conscience, j'ai réalisé que pour être en mesure de bien accompagner, il faut d'abord prendre soin de soi. Donc, si je me positionne dans ce rôle-là, je ne suis pas dans la responsabilisation. Il faut d'abord arriver à sortir de chacun de ces rôles représentants pour être responsable, responsable de soi et assumer face à la responsabilité que l'on prend, nos actes, nos paroles, les différents comportements qui vont être attribuables à ça. Donc, quand je me responsabilise, je reprends mon pouvoir, je suis beaucoup plus en mesure de faire les différentes étapes, comme je l'ai dit, s'observer, s'arrêter, intégrer pour pouvoir créer un autre chemin, puis aller faire ce qu'on appelle les détachements de liens. Puis à partir de là, c'est plus facile de prendre un nouveau chemin. Donc, c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. J'espère que c'est clair. Venez mettre les commentaires si vous autres, vous êtes plus dans un schéma ou l'autre, si vous avez reconnu ces mécanismes-là. J'ai le goût de vous entendre, ne serait-ce que pour me partager si ça fait du sens pour vous ce que je vous ai nommé aujourd'hui. Et peut-être que vous connaissez déjà ça puis que vous voulez approfondir cette technique-là puis venir mettre en commentaire pour enseigner aux autres. Ce serait très agréable. Donc, moi, je vous salue, je vous dis à bientôt. Puis, si vous avez toute autre question, venez me voir. Bye bye.